L'histoire officielle retient les chansons. Elle retient les hymnes de toute une génération, les concerts mythiques, les prix Nobel et les statues de bronze. Tout le monde voyait en lui l'oracle intouchable, le poète mystique planant au-dessus des querelles des mortels. Mais la réalité était infiniment plus sombre, plus humaine, et redoutablement plus implacable. Ce que le plus grand auteur-compositeur du XXe siècle a emporté dans son sillage, ce ne sont pas seulement des mélodies, ce sont des silences mortels. Bob Dylan ne s'est jamais battu en public. Il n'a jamais hurlé sur les plateaux de télévision. Il faisait pire, il vous effaçait. Et aujourd'hui, à plus de 83 ans, alors que le crépuscule s'allonge sur sa légende, l'architecte de l'ombre ouvre enfin les archives de ses rancœurs. Cet nom. Cet géant. Cet ami, idole ou frère d'armes qui ont croisé son chemin et qui ont commis l'irréparable. Ce que vous allez entendre n'est pas une simple liste de rivalités célèbres. C'est une autopsie de l'ego, une plongée glaçante dans la psychologie d'un génie qui protégeait son art avec la froideur d'un tueur à gages. Dans quelques instants, vous allez découvrir comment un simple mot prononcé par un Beatle a détruit une amitié de 30 ans. Vous comprendrez pourquoi la reine du folk a été bannie de son royaume. Mais d'abord, laissez-moi vous raconter ce que personne n'a jamais osé dire sur la véritable nature du silence dans le monde impitoyable de l'histoire du rock. Et vous allez voir, la première victime de cette lame de fond est sans doute la plus inattendue. Nous sommes au milieu des années 60, au carrefour exact où la musique populaire est sur le point de muter à jamais. Paul McCartney et Bob Dylan n'étaient absolument pas censés devenir des rivaux. Sur le papier, ils étaient les architectes de deux empires parallèles, régnant sur des royaumes qui ne devaient jamais se faire la guerre. McCartney, c'était l'artisan suprême de la pop, l'homme aux mélodies limpides, porteur d'un optimisme éternel et d'une grâce aristocratique. Dylan, lui, était le vagabond crasseux de l'âme humaine, jonglant avec des métaphores embrouillées, crachant une colère sacrée et viscérale. Si les Beatles chantaient exactement ce que le monde voulait entendre pour oublier ses peines, Dylan, lui, chantait ce que le monde ne savait pas encore qu'il avait cruellement besoin d'entendre. Leur chemin n'était pas tracé pour se croiser. Mais quand l'inévitable s'est produit, la tension entre leur style, leur philosophie et leurs égos surdimensionnés est devenue impossible à ignorer. Imaginez la scène. Nous sommes en août 1964, dans une suite étouffante de l'hôtel Delmonico à New York. L'air est saturé par les cris des fans qui assiègent le bâtiment. À l'intérieur, c'est Dylan qui introduit les Beatles à la marijuana, persuadé, par une délicieuse erreur d'interprétation, que les paroles innocentes de You Want to Hold Your Hand cachaient le moaï. Cette nuit-là ne fut pas seulement une anecdote pour les biographes. Elle fut le pivot central, le point de bascule qui transforma la trajectoire musicale des Beatles. Plus tard, John Lennon et Paul McCartney reconnaîtront que c'est l'influence directe de Dylan qui les a poussés à abandonner la pop sucrée de leur début pour s'aventurer vers une écriture profondément introspective et audacieuse. Pour Dylan, le respect envers les garçons de Liverpool était réel, mais il était d'une complexité fascinante. Il adorait Lennon. Pourquoi? Parce que John Lennon était le chaos incarné. Il était mordant, cynique, imprévisible, écorché vif. Dylan a confié un jour, il avait ce tranchant, et j'aimais ça. Lennon était un reflet de ses propres démons. Mais Paul McCartney? Paul était une énigme d'un autre ordre. Paul était poli. Paul était gracieux, éminemment diplomate, toujours maître de son image et de ses émotions. Paul souriait au flash des photographes, serrait les mains qui se tendaient vers lui, jouait le jeu de la célébrité avec un naturel désarmant. Dylan, cet homme capable d'abandonner son propre concert simplement parce qu'il avait lu un nom déplaisant sur un bout de papier, n'a jamais pu faire confiance à ce genre de vernis social. Pour Dylan, la perfection apparente cache toujours une compromission. Et pourtant, l'admiration entre eux semblait réciproque, du moins en surface, pendant un temps. Dans les interviews des années 70, McCartney parlait de Dylan avec une noblesse presque fraternelle, le qualifiant publiquement de barde de notre génération. Dylan, de son côté, consentait à saluer en Paul un mélodiste incroyable. Mais l'analyse psychologique de cette relation montre que l'admiration professionnelle ne suffit pas à combler le vide émotionnel. Au fil des décennies, leurs différences philosophiques se sont transformées en un abîme infranchissable. Dans les années 80, Bob Dylan s'est enfoncé dans l'une des périodes les plus sombres et les plus décriées de son existence. Il était en pleine déconstruction. Il redéfinissait son identité sonore, adoptait une imagerie chrétienne polarisante, et composait des chansons qui s'affranchissaient de toute structure radiophonique pour se rapprocher de la prose pure, brute et souvent indigeste. Des albums comme Shot of Love ou Empire Burlesque laissaient les critiques perplexes et faisaient fuir les fans de la première heure. Dylan cherchait la vérité dans les bas-fonds de sa conscience. McCartney, pendant ce temps, continuait de trôner sur les classements. Il pondait des tubes pop d'une efficacité redoutable, collaborait avec Michael Jackson sur Ses,
et restait solidement ancré dans la lumière chaude de l'approbation publique. Le contraste était total. Le poète maudit contre le roi Soleil. Le point de rupture, l'événement qui allait tout calciner, survint en 1987. Lors d'une interview qui semblait d'une banalité affligeante, un journaliste demanda à McCartney ce qu'il pensait des œuvres récentes de Dylan. La réponse de Paul tomba, clinique, détachée: « Je ne pense pas qu'il écrive encore des chansons dont les gens se souviendront. » Ce n'était pas cracher avec méchanceté. Ce n'était pas une attaque frontale. C'était pire. C'était une condescendance polie. Une annulation en règle. Cette phrase, banale pour le grand public, a frappé Bob Dylan en pleine poitrine comme un éclat de shrapnel. Pourquoi? Parce que McCartney n'avait rien compris. Dylan n'écrivait plus pour grimper dans les classements du Billboard. Il écrivait pour survivre. Il traversait le feu. Des œuvres comme Every Grain of Sand, Ring Them Bell ou Dark Eyes étaient des prières déchirantes, des chansons imprégnées d'une solitude insondable, d'une foi chancelante, du poids écrasant de la vieillesse et du doute. Entendre un père, un homme qui avait jadis reconnu son génie, réduire son chemin de croix à quelque chose de simplement oubliable ne déclencha pas la fureur de Dylan. Cela déclencha l'arme absolue de l'arsenal dylanien, l'effacement. Quelques jours plus tard, une immense performance conjointe, planifiée de longue date par un puissant promoteur commun, fut annulée du jour au lendemain. Aucune raison officielle ne fut donnée à la presse. Aucune excuse. Juste le vide. Dans les coulisses de la légende, Dylan aurait glissé cette phrase terrible à un proche: « Paul écrit des lettres d'amour, moi j'écris des cicatrices. » Ce fut la seule et unique fois où Dylan s'approcha de la plaie pour la nommer. À partir de cet instant précis, le nom de Paul McCartney fut rayé de la carte mentale de Bob Dylan. Dans les décennies qui suivirent, Dylan continua de louer Lennon. Il rendit de vibrants hommages à George Harrison. Mais Paul fut évaporé. Il n'était pas insulté, il n'était pas critiqué, il n'existait tout simplement plus. Même lorsqu'on interrogeait directement Dylan sur l'héritage colossal des Beatles, il réussissait l'exploit d'analyser leur impact sans jamais prononcer le nom de McCartney. Son silence était assourdissant, et il disait tout de son mépris pour la trahison intellectuelle. Bien sûr, ils se sont croisés. Dans des galas de charité, des concerts hommages. L'étiquette exigeait des sourires devant les flashs. Mais tous ceux présents dans la pièce pouvaient sentir la température chuter de 10 degrés lorsqu'ils se faisaient face. Pour l'opinion publique, aucune guerre n'avait été déclarée. Mais l'esprit de Dylan ne fonctionne pas avec des titres à scandale. Il fonctionne comme un archiviste implacable, décidant souverainement qui mérite d'être sauvé de l'oubli et qui mérite d'y pourrir. Et dans le grand livre de Bob Dylan, Paul McCartney fut froidement, discrètement, mais définitivement effacé. Et vous, face à une trahison de l'esprit, auriez-vous choisi la colère explosive ou ce même silence assassin? Gardez cette question en tête, car le deuxième fantôme de cette liste a subi une punition encore plus pernicieuse. Eric Clapton. Aux yeux du monde entier, le dieu de la guitare et le poète du rock formaient une confrérie sacrée. Clapton clamait sur tous les toits que Dylan était le plus grand poète de leur siècle. Dylan, en retour, s'inclinait devant la maîtrise technique et la pureté blues de Clapton. Ils ont partagé des scènes mythiques, échangé des couplets enfumés, improvisé des bœufs d'anthologie que les collectionneurs s'arrachent encore aujourd'hui sur des bandes bootleg usées jusqu'à la corde. Mais derrière ce respect de façade, sous les louanges et les accords de guitare, suppurait une blessure narcissique qui ne s'est jamais refermée. L'histoire de leur rupture est celle d'une incompréhension fondamentale entre deux hommes qui croyaient parler la même langue. Le drame s'est noué à la fin des années 70. À cette époque, Bob Dylan traversait la crise existentielle la plus violente de sa carrière. Après des décennies passées à cultiver un détachement cynique et à ciseler des textes cryptiques, l'homme s'est effondré pour renaître dans la foi. Il est entré dans sa fameuse période Born Again. Il s'est mis à composer sur la rédemption, sur le péché originel, sur le jugement dernier. Pour une grande partie de la critique et de son public, c'était un suicide artistique, un reniement total. Pour Dylan, c'était une question de survie spirituelle, la découverte d'une vérité brute qui dépassait le rock'n'roll. C'est dans ce contexte extrêmement vulnérable que Clapton, alors au fait de sa gloire solo, adulé et intouchable, a commis l'irréparable. Lors d'une session d'enregistrement en studio, entouré de producteurs et de musiciens, l'alcool et l'ego aidant, Clapton aurait lâché que Dylan était en train de décrocher. Il aurait affirmé que l'idole avait perdu son tranchant, que la couronne poétique du rock était vacillante, et que, somme toute, cette couronne cherchait un nouvel héritier. Le sous-entendu, prononcé sans aucune modestie, désignait le guitariste britannique comme le successeur légitime. Dans le milieu interlope de l'industrie musicale, les mots sont des armes qui voyagent vite. La déclaration arriva aux oreilles de Dylan. N'importe quel autre artiste aurait convoqué la presse, aurait écrit un morceau vengeur, ou aurait déclenché une vendetta publique. Pas Bob Dylan.
Dylan est un stratège de l'âme. Il n'a pas explosé. Il n'a rien laissé transparaître. Il a simplement annulé la session d'enregistrement qu'il devait partager quelques jours plus tard. Sans excuse. Sans motif. Un couperet propre et net. Pour Dylan, ce silence n'avait rien d'une fuite ou d'une attitude passive. C'était une sentence. L'analyse de cette rupture révèle la psychologie profonde de Dylan. Il ne détestait pas Clapton pour la critique musicale en elle-même. Il méprisait profondément le hiatus, le gouffre béant entre l'admiration de façade, professée sous la lumière des projecteurs, et la mesquinerie calculatrice distillée dans l'ombre des studios. Les proches de Dylan ont rapporté qu'ils considéraient désormais Clapton comme un archétype du faux gentleman, lisse en apparence, mais prêt à vous poignarder pour grimper d'un échelon. Et cela, venant d'un autre créateur, d'un homme qui connaissait la douleur de l'enfantement artistique, c'était le crime suprême. Jamais vous ne trouverez la trace d'une dispute publique entre eux. D'ailleurs, de manière presque pathétique, Clapton a continué à tresser des lauriers à Dylan dans les années qui suivirent, s'accrochant à l'illusion de leur fraternité. Mais la porte du royaume dylanien était fermée à double tour. Dans les mémoires monumentales de Dylan, Chronicle, le nom d'Eric Clapton brille par son absence presque totale. Il a été biffé du récit de leur époque commune. Ce n'était pas une vulgaire crise de jalousie de la part de Dylan. C'était une sentence d'excommunication basée sur la confiance brisée. Dans l'esprit binaire et exigeant de Bob Dylan, là où s'installe la duplicité, le respect meurt à l'instant même. Et Clapton n'était plus qu'une ombre morte. Si vous pensiez que les amitiés masculines du rock étaient fragiles, attendez de comprendre comment Dylan a traité la femme qu'il avait pratiquement couronnée roi. Joan Baez. La Madone du folk. Leur duo n'était pas seulement une collaboration musicale, c'était une image sainte, l'incarnation d'un idéal de justice et de pureté. Ils défilaient main dans les marches pour les droits civiques. Leur voix, le grain rugueux de Dylan s'enroulant autour du soprano cristallin de Baez, résonnait dans les amphithéâtres comme la conscience même d'une jeunesse en révolte. Pour le monde entier, ils étaient les prophètes d'un avenir meilleur. Mais cette harmonie divine cachait un rapport de force déséquilibré, et une amertume qui allait tout ravager. Au début des années 60, Joan Baez n'était pas seulement célèbre, elle était une autorité morale. Lorsqu'elle a pris le jeune Robert Allen Zimmerman sous son aile, en l'invitant sur ses scènes, elle n'a pas fait que le soutenir. Elle l'a validé. Elle a apposé son sceau sur ce jeune homme balbutiant. Et Dylan, porté par ce tremplin, est monté en flèche. Ses chansons sont devenues des tracts politiques, des hymnes, Blow in the Wind, The Times They Are changea. Mais alors que Baez restait pétrifié dans sa mission d'activiste, s'enchaînant aux portes des bases militaires et refusant de payer ses impôts pour protester contre la guerre, Dylan étouffait. Il suffoquait sous le costume de Messie qu'on lui avait taillé de force. Le tournant historique de 1965, où Dylan électrifie sa guitare au festival de Newport, n'était pas qu'une révolution sonore. C'était un acte de survie psychologique. Dylan fuyait le militantisme pour plonger dans les méandres du surréalisme, de l'intériorité, de la folie et de la solitude. Il voulait écrire sur les rêves brisés, pas sur la réforme agraire. Pour Dylan, c'était l'émancipation d'un génie. Pour Joan Baez, c'était l'apostasie. C'était l'abandon pur et simple de la cause. Et elle ne s'est pas tue. Portée par sa droiture morale, Baez a critiqué publiquement la nouvelle direction de Dylan. Dans des interviews cinglantes, elle l'a accusé de tourner le dos à ses responsabilités, de céder à l'égoïsme, d'avoir vendu son âme pour des considérations purement esthétiques. Ces mots, prononcés par la femme qui le connaissait mieux que quiconque, ont infligé à Dylan une blessure d'une profondeur inouïe. Dylan ne s'est pas défendu face aux journalistes. Il n'a pas rédigé de manifeste. Il a fait le vide. Pendant plus de 40 ans, à quelques rares exceptions purement contractuelles ou chaotiques, comme la Rolling Thunder Revue, où la tension était palpable, Dylan a repoussé toute véritable réconciliation avec Baez. L'analyse de ce rejet est tragique. Un jour, dans un murmure rapporté par un confident, Dylan a résumé l'abîme qui les séparait, elle chantait pour le peuple. Moi, je chantais pour moi. Ce n'était pas un simple désaccord idéologique. C'était une trahison intime. Joan Baez connaissait la terreur de Dylan. Elle savait combien il était écrasé par la pression d'être la voix d'une génération, un titre qu'il n'avait jamais demandé et qui le dévorait de l'intérieur. Lorsqu'il a eu le courage de briser ses chaînes pour sauver son intégrité artistique, elle ne l'a pas protégé. Elle s'est servie de son aura morale pour l'enfoncer. Plus tard, Baez écrira la sublime chanson Diamonds et Rust, une missive nostalgique et amère sur leur relation. Mais Dylan, lui, resta de marbre. Même lorsqu'il reçut le prix Nobel de littérature des décennies plus tard, et que Baez publia un message d'une immense douceur pour le féliciter, la réponse de l'artiste fut le néant. Aucun remerciement public. Aucune main tendue. Ce n'est pas que Bob Dylan manquait de sentiments.
C'est que la mémoire de son cœur fonctionnait comme un tribunal sans appel. La trahison de la compréhension mutuelle ne bénéficiait d'aucune prescription. Imaginez la scène, le poids de ce silence s'étirant sur un demi-siècle. Comprenez-vous pourquoi la légende de Dylan est aussi fascinante que terrifiante? Pensez à liker cette vidéo et à vous abonner, car la suite de notre liste nous plonge directement dans les ténèbres du New York Underground, là où l'ego se paie au prix fort. Le quatrième fantôme de cette autopsie s'appelle Lou Reed. Le prince des bas-fonds. Le poète punk qui a trempé la poésie urbaine dans l'héroïne et le bruit blanc. Bob Dylan n'était pas un snob musical. Au contraire, il vénérait le risque. Il admirait follement ceux qui avaient le courage de dynamiter les conventions pour créer du sens à partir du chaos. Et Lou Reed, avec le Velvet Underground, était le maître incontesté de cette alchimie dangereuse, mélangeant littérature brute et rock expérimental. Dylan l'observait avec respect. Mais dans le royaume des génies, l'admiration se transforme en glace lorsqu'elle se heurte au mépris ostentatoire. L'affront eut lieu en 1974. Dans une interview tapageuse, Lou Reed, fidèle à son personnage d'écorché cynique et provocateur, lâcha une bombe. Il déclara sans trembler que Bob Dylan n'avait jamais compté pour lui. Il qualifia l'écriture de Dylan de vaste fumisterie, de fumée et de miroir, affirmant que l'aura de l'homme reposait sur une mystification médiatique plutôt que sur un véritable talent. Pire encore, Reed décocha la flèche fatale, il traita Dylan de poète de pacotille, un vendeur d'illusions déguisant sa médiocrité sous une couche de prétention insupportable. Si ces mots avaient été crachés par un journaliste aigri ou un musicien de seconde zone, Dylan aurait balayé l'affront d'un revers de manche. Mais Lou Reed était l'un des très rares artistes que Dylan considérait secrètement comme un père, un véritable orfèvre des mots, capable de peser le poids mortel d'une syllabe. Que cet homme-là choisisse de l'humilier publiquement, par pure vanité, pour amuser la galerie, ce n'était pas de la simple provocation. C'était une tentative d'assassinat symbolique. La réaction de Bob Dylan? Vous la devinez. La guillotine du silence s'abattit instantanément. Lou Reed n'exista plus. Son nom fut expurgé de toute interview dylanienne. Aucune référence dans ses livres, aucun clin d'œil scénique. Pour un homme dont l'influence s'étendait sur des continents entiers, Reed fut réduit à l'état de particule invisible dans la cosmologie de Dylan. L'anecdote la plus glaciale, celle qui illustre le mieux cette philosophie de l'effacement, se déroula au début des années 90. Un journaliste du magazine Rolling Stone, pensant évoquer une figure incontournable du rock, prononça avec désinvolture le nom de Lou Reed devant Dylan. Le maître, la cigarette tremblante au bout des doigts, leva lentement les yeux. Il plissa le front, fixa le journaliste avec l'intensité d'un prédateur, et lâcha dans un souffle parfaitement maîtrisé, « Qui ?» Un sourire glacial étira ses lèvres. Ce n'était absolument pas une perte de mémoire. Ce n'était pas une blague. C'était la négation absolue de l'existence de l'autre. Le meurtre parfait. Pourquoi une telle dureté? L'analyse est cruelle mais limpide. Dylan pouvait accepter la critique. Il pouvait admettre d'être dépassé par plus jeune, plus novateur. Mais ce qui lui donnait la nausée, c'était l'arrogance de celui qui se tient sur les épaules d'un géant tout en lui crachant au visage. Dylan avait défoncé les portes de la perception lyrique dans le rock. Il avait rendu possible l'existence même d'un auteur comme Lou Reed. Et voir ce dernier tenter de s'élever en piétinant celui qui avait ouvert la voie était le signe d'une petitesse d'âme impardonnable. Quand Lou Reed s'est éteint en 2013, le monde entier a pleuré le visionnaire new-yorkais. Bob Dylan, lui, n'a pas offert la moindre couronne, pas la moindre citation, pas même une note de musique. L'univers dylanien avait fait le vide, et le vide est définitif. Si le cas de Lou Reed relève de la vanité blessée, celui de Frank Zappa nous amène sur le terrain glissant de la cruauté intellectuelle. Frank Zappa était un génie, un compositeur d'une complexité ahurissante, mais il était surtout l'anarchiste ultime, armé d'un cynisme ravageur. Il prenait un malin plaisir à démolir toutes les idoles, à démasquer l'hypocrisie de la contre-culture hippie autant que celle de l'Amérique conservatrice. Pour Zappa, tout le monde était coupable, et personne n'était sacré. Et il s'en est pris à Bob Dylan avec une virulence méthodique. Tout au long des années 70 et 80, Zappa n'a cessé de dénigrer Dylan. Il a publiquement qualifié la voix de Dylan de tragédie vocale. Il a disséqué ses textes, les balayant comme les divagations pédantes d'un pseudo-intellectuel qui embobinait les masses. Et surtout, Zappa a eu l'audace de s'attaquer au public de Dylan, traitant ses millions de fans de moutons lobotomisés prêts à applaudir la moindre fausse note du prophète. Zappa alla même jusqu'à parodier ouvertement Dylan dans ses compositions, notamment le titre Flaque, imitant son phrasé nasal avec une ironie mordante. Fidèle à sa doctrine, Dylan n'a jamais répondu dans la presse. Mais le sang bouillonnait sous l'armure. Dylan n'était pas insensible. Le ressentiment s'accumulait, lourd et poisseux. La confrontation psychologique atteignit son paroxysme lors d'une soirée privée dans les collines huppées de Laurel Canyon,
à Los Angeles. Un cénacle de musiciens, de producteurs et d'artistes bohèmes y était réuni. Un autre bien intentionné, l'un de ces naïfs qui pensent que la musique adoucit les mœurs, tenta l'impossible, rapprocher physiquement Bob Dylan et Frank Zappa. L'espoir était qu'une poignée de mains viriles effacerait des années d'injures interposées. La scène est digne d'une tragédie grecque. Dylan aperçut Zappa. Il s'arrêta net. Il ne cria pas, ne fronça même pas les sourcils. Il resta pétrifié, le regard vide, refusant obstinément de tendre la main. Devant ce bloc de glace, Zappa, fidèle à sa légende, esquissa un sourire narquois, leva théâtralement son verre et lança devant l'assemblée médusée, « On dit que le silence est ton meilleur couplet ». Dylan tourna les talons et quitta la maison sans un mot. Certains témoins ont jugé la réaction de Dylan puérile. Mais cette analyse est superficielle. Pour comprendre Dylan, il faut comprendre son rapport au sacré. Dylan a été conspué, hué sur scène, le fameux Judas, de Manchester en 1966, éreinté par la critique. Il avait le cuir épais. Ce qu'il ne tolérait pas, c'était la désacralisation cynique. Zappa n'avait pas attaqué l'œuvre, il avait attaqué la dignité de la démarche. Zappa l'avait transformé en bouffon, en blague de comptoir pour amuser la galerie des sceptiques. Bob Dylan avait sacrifié sa santé mentale, sa vie privée et son équilibre pour extraire la poésie de ses tripes. Voir cet effort titanesque réduit à néant par un sarcasme de petit génie de studio était une blessure morale ineffaçable. Quand Zappa mourut tragiquement en 1993, Dylan appliqua sa sentence habituelle, aucune déclaration. La ligne rouge de la cruauté avait été franchie, et le maître des silences ne fit pas exception à sa règle. Nous arrivons au 6e nom. Et ici, l'histoire prend une tournure d'une mélancolie absolue. Car cette rupture n'est pas née de la colère ou du mépris. Elle est née de l'admiration, de la similarité, et du poison de l'ego entre deux titans. Leonard Cohen. Le poète élégiaque de Montréal. L'homme en costume sombre qui murmurait ses blessures. Bob Dylan admirait profondément Leonard Cohen. C'était une exception notable. Il a même déclaré un jour à un journaliste stupéfait que Cohen siégeait au plus haut niveau des auteurs-compositeurs vivants. Venant d'un homme qui distribuait les compliments comme on lâche des billets de banque dans une tempête, l'éloge était monumental. Pourtant, sous cette déférence affichée, un ressentiment sournois prenait racine. Le contexte temporel y est pour beaucoup. À la fin des années 60, fuyant la folie de sa célébrité, Dylan se terre à Woodstock après son mystérieux accident de moto. Il disparaît des radars. Et c'est précisément dans ce vide béant, dans ce silence médiatique, que Leonard Cohen émerge avec son premier album fulgurant. Avec son aura monastique, son élégance vénéneuse et ses textes d'une profondeur insondable, Suzanne, Solon, Marianne, Cohen accapare l'espace intellectuel laissé vacant. Les cercles dylaniens murmurent. Dylan a-t-il été remplacé? Pire, a-t-il été surpassé sur son propre terrain, celui de la littérature sombre et exigeante? Cohen, de nature profondément humble et courtoise, ne jeta jamais d'huile sur le feu. Il traitait Dylan avec la déférence d'un disciple face au maître. Mais l'intellect est une arme à double tranchant. Lors d'une discussion sur l'écriture au début des années 70, Cohen, analysant la trajectoire de l'art lyrique, laissa échapper que les premiers textes de Dylan lui semblaient, rétrospectivement, juvéniles comparés à l'œuvre d'un poète arrivé à pleine maturité. Dans la bouche de Cohen, c'était une réflexion esthétique, une analyse littéraire sur l'évolution de la psyché humaine. Dans l'oreille paranoïaque et surprotectrice de Bob Dylan, c'était le baiser de Judas. Dylan n'entendit pas une théorie littéraire, il entendit une destitution. Il entendit l'aristocrate de la poésie canadienne regarder de haut le gamin du Minnesota. Dès lors, le mur de glace fut érigé. Politesse obligatoire lors de leur rare rencontre, comme cette fameuse discussion dans un café parisien où ils comparèrent le temps de création de leurs chansons respectives, mais la chaleur s'était dissipée. L'âme s'était refermée. La preuve irréfutable de cette blessure intime fut donnée en 2016, lors de la mort de Leonard Cohen. Le monde entier s'est arrêté. Les hommages ont inondé les réseaux et les journaux. On attendait de Bob Dylan une oraison funèbre digne de leur rang, un poème, un texte fleuve comme il avait su en écrire pour d'autres. Que avons-nous eu? Quelques mots tièdes, arrachés par un journaliste de la rédaction du New Yorker, une phrase sèche et factuelle sur le talent mélodique de Cohen. Pas d'émotion, pas de deuil, pas d'âme. L'analyse de ce non-événement est bouleversante. Ce silence n'était pas de la jalousie vulgaire. C'était l'expression de la plus profonde des déceptions. Bob Dylan voyait en Leonard Cohen l'un des très rares miroirs capables de refléter son propre génie, l'un des seuls êtres humains capables de comprendre le fardeau écrasant de la création. Quand ce miroir a osé évaluer, classer et juger son œuvre de jeunesse, la connexion mystique a été brisée. Les deux hommes cherchaient la vérité au fond du puits de l'âme humaine. Mais lorsque l'un a suggéré que sa corde était plus longue que celle de l'autre,
Dylan a simplement coupé la sienne. Et vous, qu'auriez-vous fait? Auriez-vous pardonné l'arrogance d'un égal, ou auriez-vous, vous aussi, choisi la fierté froide? Gardez vos réponses pour les commentaires, mais écoutez la fin de cette descente aux enfers, car le dernier nom sur cette liste de bannis est celui qui fait le plus saigner le cœur de l'histoire du rock. Michael Bloomfield. Si vous n'êtes pas un érudit de l'histoire du blues et du rock, ce nom ne vous dit peut-être rien. Et pourtant, sans lui, Bob Dylan ne serait peut-être jamais devenu le mythe électrique que l'on connaît. Cette rupture fait mal d'une manière différente, car elle est née dans les cendres d'une confiance fraternelle absolue. En 1965, lorsque Dylan conçoit son chef-d'œuvre absolu, l'album Highway 61 Revisited, qui s'ouvre sur le cataclysmique Like a Rolling Stone, il a besoin d'un son nouveau. Il a besoin d'une foudre dirigée. Il fait appel à un jeune prodige de Chicago, Michael Bloomfield. Bloomfield ne jouait pas de la guitare, il l'essorait, il la faisait hurler, pleurer et saigner. Ses interventions n'étaient pas écrites, elles étaient viscérales, dictées par l'instinct pur. C'est le génie chaotique de Bloomfield qui a permis à Dylan d'arracher ses racines folk pour s'envoler vers la stratosphère du rock'n'roll. Dylan ne se contentait pas de respecter le jeu de Bloomfield. Il s'appuyait sur lui. Il avait trouvé son alter ego instrumental. Et c'est précisément parce que l'attachement était si fort que la chute fut si brutale. Après le triomphe colossal de l'album et la tempête médiatique de la controverse électrique de Newport, Bloomfield s'est éloigné. Effrayé par l'hystérie qui entourait Dylan, miné par ses propres démons et une dépendance croissante aux drogues dures, il a refusé d'intégrer le groupe de tournée de Dylan. Il a manqué des sessions cruciales. Ses amis plaidaient la fragilité psychologique. Bob Dylan, emmuré dans son exigence messianique, y a vu la trahison ultime, la désertion en race campagne. Mais le coup de grâce ne fut pas le départ, ce fut la réécriture de l'histoire. Des années plus tard, à la faveur d'interviews complaisantes, Bloomfield, dont la carrière sombrait doucement dans l'oubli et l'héroïne, a commencé à s'attribuer la paternité du virage électrique de Dylan. Il a déclaré que c'était son énergie, sa vision, qui avait arraché Dylan à l'ennui du folk et propulsé sa carrière vers les sommets. Il décrivait la création de Highway 61 non pas comme une communion de génie, mais comme une opération de sauvetage dont il était le héros. Dylan, trahi dans sa chair d'auteur, ferma les écoutilles. L'homme qui lui avait offert l'une des plateformes les plus légendaires du XXe siècle venait de tenter de lui voler la paternité de son propre destin. Bob Dylan ne chercha pas à se venger par la parole. Il laissa simplement la mémoire de Michael Bloomfield s'effriter. Lorsqu'on interrogeait Dylan, 30 ans plus tard, sur la magie noire qui opérait dans les studios d'enregistrement de Highway 61, le poète décrivait l'atmosphère électrique, le bruit, le chaos ambiant, mais il ne prononçait jamais le nom de Bloomfield. Il l'avait transformé en fantôme, en simple note de bas de page dans la grande encyclopédie de sa propre légende. La tragédie atteignit son terme en 1981, lorsque Michael Bloomfield fut retrouvé mort dans sa voiture, terrassé par une overdose. Face à la disparition prématurée de ce prodige qui lui avait donné ses ailes électriques, Bob Dylan demeura muet. Pas un communiqué. Pas un mot de condoléances publiques. Ce silence, lourd et asphyxiant, n'était pas l'expression d'une haine tenace entre rivaux, mais le linceul jeté sur l'agonie d'une amitié brisée. Dylan n'était pas furieux que Bloomfield ait été un guitariste génial. Il était brisé à l'idée que Bloomfield ait oublié la magie désintéressée qu'ils avaient partagée, préférant la troquer contre la gloriole pathétique d'une interview de fin de carrière. Bob Dylan n'a jamais eu besoin de vociférer pour exprimer sa colère. Il n'a jamais eu besoin de se justifier. Il a compris, mieux que n'importe quel psychologue des foules, que dans un monde saturé de bruit, de polémique et de justification, l'arme la plus destructrice est l'absence. Son silence était un effacement chirurgical. Ces 7 noms que nous venons d'évoquer n'étaient pas des ennemis intimes dès le départ. C'étaient des confidents, des mentors, des reflets et des frères. Mais le temps, l'ego, les pressions d'une industrie broyeuse d'âme et la vulnérabilité des créateurs ont transformé l'admiration en amertume. À plus de 83 ans, alors que la statue du commandeur est coulée dans le bronze pour l'éternité, Bob Dylan ne cherche plus à régler ses comptes. Il n'en a plus besoin. En se taisant obstinément, il a laissé la béance de ses refus raconter une vérité bien plus effrayante sur l'âme humaine. La gloire n'achète pas le pardon, et le véritable pouvoir d'un auteur réside dans sa capacité à raturer les chapitres qu'il refuse de relire. Le grand architecte de la chanson américaine a bâti son panthéon en murant vivant ceux qui l'avaient déçu. Et vous, face à cette trahison perçue, quel est le nom qui vous choque le plus? Quel est celui dont l'effacement vous semble le plus injuste, au contraire, le plus compréhensible? Dites-le moi dans les commentaires, le débat est ouvert. Et si cette plongée au cœur des ténèbres des plus grandes légendes de la musique vous a captivé, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner et d'activer la cloche des notifications pour ne rien rater de nos prochaines autopsies biographiques.